Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et selon la CGT, une journée de mobilisation d'hier, par exemple, a rassemblé plus de 2 millions de manifestants en France, un chiffre en baisse par rapport à jeudi dernier, mais l'arrivée de la jeunesse dans les cortèges pourrait contrecarrer le plan du gouvernement qui semblerait pallier, en tout cas, ou parier sur l'essoufflement du mouvement, et pas forcément. Absolument, Cécile. Et le président du RN, d'ailleurs, Jordan Bardella, est du même avis. Selon lui, Emmanuel Macron jouerait à la fois sur l'épuisement, car il sait que beaucoup de nos concitoyens n'ont plus les moyens financiers de faire la grève, puisqu'on n'est pas payé quand on fait grève, et que laisser pourrir le mouvement, laisser durer le mouvement, c'est le meilleur moyen qu'il s'éteigne de lui-même. Alors, est-ce que vous pensez, vous, que le gouvernement joue sur la lassitude des grévistes, joue sur la lassitude des Français, joue sur la lassitude du mouvement social, ou vous pensez le contraire? On vous attend au 0826 300 300. Je crois que c'est sans appel à cette question. Est-ce que le gouvernement joue sur la lassitude à plus de 99%? Oui, pour ceux qui votent sur notre compte Twitter, oui, vous dites oui. Et on va en parler avec Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Bonsoir Luc Faré, merci d'être avec nous en direct. Philippe Bilger. On joue dessus ou pas? Le pouvoir joue d'autant plus sur le pourrissement et la lassitude qu'à mon sens, jusqu'à maintenant, sauf à espérer un conseil constitutionnel qui le sort totalement d'un embarras à la fois politique et juridique, il n'a pas d'autre ressource que de compter sur le pourrissement. Alors je suis persuadé que ce désir de voir l'opposition se pourrir risque d'être mal accueilli dans la mesure où il est évident que malgré la baisse quantitative à chaque journée, d'ailleurs très relative... Pas à chaque journée. Non, mais pas à chaque journée. Hier, c'est un petit peu en baisse par rapport à la semaine précédente, mais nous avions une remontée la semaine précédente. Et si vous regardez simplement les manifestations à Paris, hier, c'est la deuxième plus grosse manifestation selon les chiffres de la police. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique qui existe. Il y a un certain nombre de Français qui veulent absolument montrer au gouvernement leur désaccord avec cet allongement de la durée légale de 62 à 64 ans. Et je vais même aller encore plus loin. La balle est un peu dans le camp du gouvernement et du président de la République. L'intersyndicale a proposé au gouvernement et au président de la République d'ouvrir une médiation. Ça se traduit peut-être par une proposition de rencontre de la Première ministre qu'elle a évoquée. Moi, je lui réponds, en tant que secrétaire général de l'UNSA, oui, allons-y, c'est une porte qui s'en trouve, mais il faut parler des retraites. Bien sûr. Et il faut parler de l'âge légal. Et il faut parler du financement et du système de retraite. Si on fait bien une discussion et, je vais le dire, une négociation sur ce sujet, alors on a une porte de sortie par le haut. Et j'appelle le gouvernement et la Première ministre à agir dans ce sens. Et c'est vraiment... il ne faut pas penser que ça va s'arrêter. Le 6 avril, on continue. Et on va continuer parce qu'on a la certitude que les Français n'ont pas besoin aujourd'hui de travailler 2 ans de plus dans ces conditions. Pour terminer, je ne voulais pas dénoncer, si vous voulez, l'approche quantitative ne m'apparaissait pas fondamentale. Il est sûr que l'élan continue à exister, mais en effet, lundi ou mardi, on verra l'attitude de l'intersyndicale. La Première ministre parlera-t-elle des retraites ou non? Philippe Bilger, je voulais revenir sur ce que vous avez dit, sur le fait qu'il attendait le Conseil constitutionnel. C'est quoi la bonne formule? C'est d'attendre que le Conseil constitutionnel retoque, comme ça il se dit, c'est pas moi qui baisse la garde, c'est eux et ça revient, ou qu'il valide ça? C'est quoi? Alors, ce que je suppose, Cécile, c'est que jamais le Conseil constitutionnel n'a retoqué l'ensemble d'une loi. Là, il y aura probablement des secteurs, peut-être, de la loi, et peut-être là, on abuse de la relation difficile entre Laurent Fabius et Emmanuel Macron, mais je pense que ça donnera paradoxalement un peu d'air au pouvoir que de voir certains aspects de la loi discutés. Attention à une chose sur ce qui sera la décision du Conseil constitutionnel. On nous dit qu'il pourrait y avoir que les articles qui ne relèvent pas des finances, puisque c'est un PLFSS rectificatif. Projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pour l'exercice actuel. 15 jours après le PLFSS. Et donc,
qu'il pourrait y avoir, bon, premier choix, on enlève les articles, index senior, CDI senior. Mais l'addition d'articles limitant le temps de parole, des articles y compris du règlement intérieur du Sénat, tout ce qui s'est accumulé peut altérer la clarté et la sincérité du débat parlementaire, sans qu'il n'y ait eu au final de vote. Aucun vote à l'Assemblée nationale. Deux lignes rouges de Laurent Fabius lorsqu'il s'est exprimé très rarement dans les médias. Il avait demandé à ce qu'il n'y ait pas de cavalier législatif et donc qu'on n'utilise pas une loi pour faire passer quelque chose qui devrait relever d'une loi ad hoc. On voit bien que le débat qu'on a eu dans le pays, c'est pas un PLFSS rectificatif. Et deux, il avait dit attention, il faut que le Parlement puisse voter. Mais moi je suis d'accord avec ce que vous dites. Il y a aujourd'hui une question démocratique qui est posée avec tout ce que vous venez d'expliquer, avec l'accumulation des éléments. Et moi je suis frappé par la réaction, non pas que des organisations syndicales, par rapport à l'utilisation du 49.3. On voit bien que là, le président de la République a dévoyé le système démocratique de notre Constitution. Et j'ai envie de dire, il y a une possibilité de sortie aussi si le président de la République utilise l'article 10 de la Constitution, c'est-à-dire lui permettre au Parlement de revoter. Et puis on verra ce que dit le Parlement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vraie majorité autour de ce texte. Il y en a même... Mais je crois qu'il n'y en a pas. Vous voudriez que le Parlement revote? Tiens, on vous attend au 0826 300 300. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que le Conseil constitutionnel, par le passé, il a quand même montré à plusieurs reprises son indépendance. Il y a une vraie indépendance par rapport au pouvoir, en tout cas formellement parlant. En tout cas, on espère. Et surtout, vous savez, alors je crois que c'est en 71, la décision liberté d'association, quand le Conseil constitutionnel prend son indépendance, donc quelques 2 ans, si je me trompe pas, après la mort de Général de Gaulle. Donc évidemment, ça coïncide aussi avec cette période historique. Et donc depuis, il y a eu beaucoup d'hypothèses où le Conseil constitutionnel, il a pu avoir des positions qui pouvaient être surprenantes, indépendamment des couleurs politiques du président du Conseil constitutionnel et de ses membres, etc. Donc en fait, on peut parfaitement s'attendre à une approche de rigueur de ce point de vue-là, d'un point de vue du droit. Et il y a en effet une opportunité démocratique là, fondamentalement. Oui, mais ma question était de poser, est-ce que ça arrange Emmanuel Macron qu'on quelque part, qu'on le retoque en disant je ne perds pas la face, c'est pas moi qui baisse la garde? Honnêtement, j'ai pas l'impression que ça l'arrangerait, parce que c'est en tout cas, ça permettrait de revenir dans le circuit, en fait. Mais d'être désavoué par le Conseil constitutionnel, c'est quand même assez humiliant. Ça montre quand même qu'il aurait, évidemment, c'est à employer le conditionnel, il aurait dévoyé le sens, l'esprit des institutions dans son intérêt. Entre deux feux. Le Conseil constitutionnel peut également s'exprimer autour du référendum qui a été déposé. Et je rappelle que si on entre dans ce process de référendum, eh bien, on a une possibilité de suspendre la promulgation de cette loi. Et moi, je le demande au président de la République, je lui demande de ne pas promulguer cette loi. Et je le dis, il faut saisir toutes les occasions pour que le dialogue se rouvre en France. Pour éviter les casseurs. Bien sûr, mais on part au standard avec Diane au 0826 300 300. Diane. Oui, rebonsoir. Bonsoir. Voilà, non, moi je suis tout à fait. De toute façon, il ne sera pas retoqué. Ça sera sûr et certain, ça ne sera pas retoqué. Elle est passée, cette loi, et elle y restera. Et il va y avoir quelques grands arrangements là-dedans, et c'est tout ce qu'il va y avoir. Et elle sera passée, et alors elle passera. Et tout ce qu'il attend, Macron, c'est que ça se dégénère comme les gilets jaunes. Là, actuellement, c'est en train de se passer. Et c'est en train de bien se passer, même sur Paris, quand vous regardez. Il va y avoir tellement de casse que les autres Français, comme moi, comme les autres, on commence à en avoir marre de la casse. Pourtant, je suis contre cette loi, mais on en a marre de les voir tous dans la rue, tous, parce qu'en plus de ça, nous sommes en République, et la République, il n'y a même pas 1 an on a voté. Mais il y a 1 an qu'on a voté et on l'a remis en place. Et ils viennent après dans la rue faire des casses, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis une républicaine, j'ai été votée, même si je n'ai voté contre lui ou pas contre lui, j'ai été votée. On l'a mis au premier tour, il a été élu au premier tour.
Donc, c'est-à-dire au deuxième tour, il a été au premier tour, les gens l'ont remis. Il y avait de quoi quand on dit qu'il a été élu, mais que c'est contre. Non, au premier tour, il a bien été élu pour le deuxième tour. Donc, il a bien été élu démocratiquement. Oui. Donc maintenant, les gens arrêtez d'être dans la rue et assumez votre vote, assumez-le. N'importe qui, tout le monde, les PS, les M, les NUC, tous, assumez votre vote. Et arrêtez de casser dans la rue. Restez avec nous, Diane. Simon nous appelle au 0826 300 300 de Perpignan. Décidément, la colère monte à Perpignan. Oui. Bonsoir Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir Cécile et Philippe, et ainsi qu'à vos interlocuteurs sur le plateau. Simon. Bon, effectivement, je rejoins ce qui a été dit concernant les Gilets jaunes, d'autant plus qu'il a décrédibilisé ce mouvement des Gilets jaunes par tous les moyens possibles et imaginables pour faire monter la violence. Là, il fait exactement la même stratégie, hein, et on sait que ça va lui être favorable. Bon, en tant qu'autocrate, comme ça a été dit par Olivier d'Artigol, il décrédibilise également les oppositions, qui sont des oppositions qui lui rendent service, surtout LFI, la NUPS par contre, parce que évidemment, au lieu de s'associer et d'avoir voté les motions de censure ou la motion référendaire pour des histoires d'idéologie juste politique, ils ont permis à M. Macron de gagner la partie et ils ont surtout mis le peuple dans la rue. Et je pense qu'ils devraient se regarder dans un miroir pour voir un peu la responsabilité uniquement par idéologie. Donc évidemment, M. Macron là joue sur du velours. Il sait que de toute façon, ces deux oppositions sont incapables de s'entendre, mais je pense que tout le monde devrait se poser la question, ou tous les politiques, on est en train d'entacher la démocratie, de favoriser l'abstention les prochains coups, et M. Macron qui croit qu'il a un quitus de 5 ans va se permettre de faire tout ce qu'il veut, d'autant plus, lui sa seule ambition c'est d'avoir un poste encore plus important au niveau de l'Europe. Et comme chacun ne voit que son intérêt propre et non pas l'intérêt général, bon voilà, on va aboutir à ce résultat-là. Voilà, et moi j'estime que tout le monde est fautif là-dedans. Hein. Simon, restez avec nous. Philippe Bilger voulait réagir. De voir dans le point de vue antérieur, celui de Diane, à quel point ça pourrait être en effet une visée du pouvoir, c'est-à-dire qu'on considérait qu'à un moment donné, il sera perçu comme, j'allais dire, le parti de l'ordre, quand l'opinion publique, si ça arrive, en aura assez, peut-être pas de la contestation politique de la loi, mais du désordre qu'entraîne cette contestation dans la rue. Luc Faré. En tout cas, moi, ce que je tiens à dire ici, c'est que nous avons manifesté 10 fois. Ça s'est passé moyennement la dernière fois, mais hier c'était parfait. L'avant-dernière fois, oui, c'est ça. C'était une manifestation qui s'est bien déroulée, dans le calme, bien sécurisée par les forces de l'ordre, et dans lequel, sur Paris, il y a eu évidemment quelques interpellations, mais les forces de police ont fait leur travail et ont assuré la sécurité de l'ensemble des manifestants. Et je suis sûr que jeudi prochain, ce sera la même chose. Et donc, il y a un enjeu démocratique pour le Luc, pouvoir. Ça peut durer combien de temps ? Oui. Alors, la balle, est-ce que ça peut être comme les gilets jaunes qui ont été arrêtés par l'épidémie de Covid ? La balle est bien dans le camp du président de la République, dans lequel nous souhaitons, au niveau de l'intersyndical, qu'il ne promulgue pas cette loi. Luc, pardon, Olivier d'Artigol, mais Luc, le 6 avril, c'est le début des vacances scolaires. Ça veut dire que ça peut être une manifestation reconductible de jour en jour, puisque certains sont en vacances. On n'est pas sur ce format de reconduction. On est sur des mouvements forts, déterminés, précis, et qui permettent aux Français de participer. Et on voit que ça marche. Je rappelle ce qui s'est passé dans notre pays depuis la présentation à la mi-janvier de ce texte. Le pays, presque tout entier, ne veut pas des 64 ans. 9 salariés sur 10, 6 ou 7, le front syndical. Et nous avons eu des témoignages très puissants, très directs, très clairs, de la France au travail, notamment en fin de carrière, où un salarié sur 2 qui liquide ses droits, qui part à la retraite, n'est déjà plus en activité. Le président lui-même, sur le premier quinquennat, les gens de la mémoire, avait dit « bon courage ».
déjà pour aller à 62 ans. On a eu des témoignages d'une force sur l'antenne de Sud Radio, très régulièrement. Oui. Donc il fallait traiter de ces questions-là, des fins de carrière. Et il fallait d'abord. On nous a promis une loi avant l'été pour les emplois des seniors. On voit bien que les gens travaillent jusqu'à 62 ans. Quand bien même ils ne lâcheraient pas l'affaire, ça ferait un tsunami de ressentiment dans le pays, d'un sentiment aussi d'humiliation qui pourrait nourrir des secousses dans les mois à venir d'une société cocotte-minute. Je ne peux pas vous dire quand ou comment, mais ça ne restera pas. Parce que là, tout le monde dit que ça cristallise des colères. Sur on fait le dos rond, ça va passer. Ça ne passera pas. Il y a quand même un point, c'est que il reste 4 ans de mandat. Honnêtement, même si le Conseil constitutionnel ne retoque pas, même si la loi est appliquée, même si elle est promulguée, ce que je souhaite pas du tout personnellement, il y aura une impossibilité de gouverner. C'est impossible, même en changeant la tête d'un Premier ministre, même avec un remaniement important. Et avec une majorité relative. Avec majorité relative. Aucun texte important ne pourra passer. Allez, tout le monde le sait. C'est pour ça qu'on demande vraiment une sortie par le haut, et que cette sortie par le haut, il n'y a pas 36 solutions, c'est on ne promulgue pas la loi, et on se remet autour de la table pour vérifier, construire ensemble et parler du travail, parler des conditions de travail, parler du travail des seniors. Luc Faré, vous y croyez, vous, sincèrement, au fond de vous? Est-ce que vous croyez que les choses peuvent se remettre sur la table? Parce que c'est intéressant. C'est la seule solution. Sincèrement. Non, mais est-ce que vous y croyez? Oui, parce que sinon je ne serais pas en train d'expliquer pourquoi on peut sortir par le haut. Parce que il y a une faute politique. Cette faute politique, tout le monde l'a bien noté. Maintenant, la décision, elle appartient au gouvernement et au président de la République. Je le redis ici, nous pouvons nous remettre tous autour de la table et trouver les bonnes solutions de financement si cette question est posée, et surtout parler des conditions de travail afin que nous puissions aller vers la retraite à 62 ans. La faute de promulgation, c'est un rêve. Non, mais il y a quelques exemples. Il y a quelques exemples dans l'histoire constitutionnelle. Voilà, et c'est d'ailleurs même on considère que c'est une coutume constitutionnelle. Elle n'est pas dans le droit, mais elle est dans la pratique, et donc elle a une valeur juridique de ce fait. Merci en tout cas, Luc Faré, de vous être déplacé jusqu'à nous, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Vous restez avec nous dans quelques instants. La suite des vraies voix au 0826, ça sonne beaucoup. 300 300. On vous attend au standard. À tout de suite.